Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, je reçois aujourd'hui la moderniste Laura Tatouex. Un mot d'avertissement avant cette émission, on parle d'avortement, d'infanticide, de fausses couches, des sujets qui peuvent être difficiles pour certaines personnes et je préfère prévenir avant de démarrer. Vous retrouvez l'émission sur la chaîne YouTube du podcast, sur iTunes, Spotify, etc. et sur le site paroledhistoire.fr. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à commenter. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Laura Tatouex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire moderne, post-doctorante aux Archives nationales. Vous venez de publier aux éditions de l'EHESS un livre tiré de votre thèse, Défaire son fruit, une histoire sociale de l'avortement en France à l'époque moderne. Un livre tout à fait passionnant sur un sujet pas simple à aborder. On va en parler, je pense, assez longuement du point de vue des sources, du point de vue des silences partiels ou des euphémismes. Et du coup, ma première question serait une question de vocabulaire. Le mot avortement, il nous est très familier. Est-ce qu'il était familier aux Françaises, aux Français du XVIIe, XVIIIe siècle ? Alors le terme avortement, on le trouve dans les sources savantes. C'est un terme de médecine, c'est un terme juridique, c'est aussi un terme théologique qui est très présent dans toute cette littérature-là, mais qu'on trouve très peu dans les sources qui nous font état de la pratique. Dans les archives judiciaires, on trouve un petit peu ce terme, mais quand il apparaît, c'est très rare déjà, c'est toujours sous la plume c'est toujours dans les questions des juges qui initient ce terme. Il est parfois repris dans les réponses, mais la plupart du temps, les femmes, quand elles répondent aux questions, alors il faut toujours prendre ces réponses aux questions avec des pincettes, puisque la parole, dans un contexte judiciaire, elle est toujours médiatisée par le greffier qui prend des notes, qui peut parfois changer les termes. Mais en tout cas, on trouve très peu l'emploi de ce terme-là et on préfère plutôt des expressions défaire son fruit, justement, faire revenir ses règles. D'ailleurs, pour lesquels on dit aussi les ordinaires ou les fleurs, oui. Avec un vocabulaire, le fruit, les fleurs, etc., qui n'est pas le vocabulaire médical et savant, mais qui est le vocabulaire ordinaire de la population. Oui, c'est ça. On trouve vraiment un vocabulaire très imagé pour désigner tous ces processus physiologiques. On dit aussi pour l'avortement se blesser. On emploie pas mal de termes qui en fait amalgament l'avortement à la fausse couche, aussi se vider par exemple. Alors on touche ici à un point qui est central tout au long de votre livre, mais il est intéressant à aborder dès maintenant, c'est le fait que en parler, cerner le sujet ne va pas de soi. Vous posez d'ailleurs la question, ça ouvre votre livre et ça le conclut aussi, l'avortement existe-t-il dans la France d'Ancien Régime ? Évidemment, c'est une question à plusieurs sens. Est-ce qu'il existe ? Oui, mais est-ce qu'il existe sous ce terme ? C'est plus compliqué comme on vient de le voir. Et c'est vrai jusque sous la plume d'un certain nombre d'auteurs que ça préoccupe pourtant. Vous montrez qu'il y a des hommes d'église qui en parlent, mais pour en parler, ils préfèrent utiliser le latin, ou en tout cas, ils trouvent des périphrases. C'est pas simple à aborder. C'est à la fois quelque chose qui est un sujet de préoccupation pour beaucoup de gens, et en même temps un sujet pas très dissible. Oui, c'est pas si évident en fait de trouver l'avortement, même dans les sources savantes où le terme semble faire consensus. Effectivement, dans les sources théologiques, on trouve l'usage de périphrases, l'usage du latin aussi, qui apparaît au moment où le sujet de l'avortement vient sur le tapis. Donc on voit bien que c'est une stratégie de dissimulation. Dans la littérature médicale, les médecins emploient aussi le latin, mais ils emploient aussi parfois des abréviations pour parler de remèdes abortifs et éviter justement de divulguer. Et dans la littérature juridique, alors là c'est moins pour des raisons de masquage, mais c'est aussi parce que le crime d'avortement est toujours assimilé à d'autres. On va en parler j'imagine, mais il est aussi inclus dans une catégorie criminelle plus vaste qui est celle du recel de grossesse et de suppression de part, établie par l'édit d'Henri II de 1557. Alors, avant d'en venir à cet édit très important pour tout votre travail, est-ce qu'on peut dire un mot de ses origines ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça ? Est-ce que c'est au cours de vos études d'histoire, en master peut-être ? Comment a émergé ce sujet ? Est-ce que c'est par une source ? Est-ce que c'est par des lectures, par des discussions avec des collègues ou des profs ? Comment ça s'est construit ? J'ai suivi un cours d'histoire des sciences quand j'étais étudiante et le prof nous avait fait travailler sur un texte qui était l'article fausse couche de l'encyclopédie de Jaucourt et il nous avait dit c'est un texte incroyable, il n'y a rien sur l'avortement et en même temps il y a énormément d'ambiguïté, il y a énormément de choses à analyser et en fait suite à sa suggestion je m'étais lancée sur le sujet en master.
puis, étant donné qu'il n'y avait rien sur le sujet, j'ai décidé de continuer derrière et de l'étudier de façon globale en thèse. Alors, rien sur le sujet de manière paradoxale, parce qu'en fait, il y a des choses qui existent pour la période antérieure, pour la période suivante, pour d'autres pays. Donc, on est en même temps sur un terrain qui est aussi très labouré par les historiens de la famille, la démographie, la sexualité, mais à chaque fois, l'avortement est à la périphérie de ces travaux, et du coup, vous, le but, c'est un petit peu à la fois de synthétiser tout ça et de le remettre au centre. Oui, c'est ça. Il y a des travaux. Il y a les travaux de Jean-Louis Flandrin, par exemple, qui abordent des questions de sexualité, des questions de limitation des naissances. Mais l'avortement était sans cesse soit rattaché à la contraception et perçu dans une perspective plus large de limitation des naissances. Et en fait, il était souvent marginalisé dans ces historiographies-là. Soit il était associé parfois à des travaux sur la sexualité, mais là encore, il était aussi marginalisé. Et il n'y avait aucune étude qui l'abordait de front. Pour des raisons historiographiques assez évidentes, qui sont celles de l'absence de sources et de la difficulté à constituer un corpus significatif sur le sujet. Vous publiez ce travail ce printemps, quelques semaines après l'inscription de la Constitution du droit du recours à l'IVG, un an après la décision Dobbs de la Cour suprême aux États-Unis qui a inversé la jurisprudence et permis à certains États de criminaliser l'avortement aux États-Unis. C'est un sujet qui est d'une brûlante actualité. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez eu conscience en travaillant ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a fait faire des allers-retours entre le passé et le présent, tout en réfléchissant à votre sujet de recherche ? Alors, finalement, pas trop quand j'ai commencé, parce que je trouvais qu'il y avait quand même un décalage assez important entre la situation telle qu'on la vit aujourd'hui et puis ce que pouvaient vivre ces femmes. Et en fait, assez rapidement, quand même, je me suis rendu compte qu'il y avait des liens. On a quand même eu un virage réactionnaire qui s'est accentué autour de ces sujets depuis quelques années. Et puis, j'ai appris aussi, c'était pendant ma thèse, et d'ailleurs, j'en ai fait l'objet de ma dédicace, que mon arrière-grand-mère est décédée des suites d'un avortement clandestin. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant de commencer ce travail, qui a beaucoup résonné en moi au cours de ma thèse et qui finalement a aussi donné une couleur contemporaine à ce sujet, même si effectivement c'est un sujet d'histoire moderne malgré tout. Enfin, c'est un livre d'histoire moderne. Mais... Oui, et c'est pas un livre militant, il faut le dire. C'est un livre de science, enfin c'est un livre de chercheuse. C'est un livre de chercheuse, mais dans lequel vous insistez quand même sur le fait que cette histoire reflète à l'époque, comme dans la période contemporaine, des déséquilibres, des rapports de pouvoir. L'histoire de l'avortement, c'est pas une histoire uniquement de personnes seules face à des choix, encore moins à l'époque moderne sans doute qu'aujourd'hui. Vous montrez que c'est une histoire qui est inscrite dans des rapports de force sociaux, dans des rapports de force genrés. Oui, c'est l'histoire de l'avortement, c'est l'histoire de la domination masculine sur le corps des femmes. Et ça, j'ai beaucoup évolué dans le cadre de ce travail. C'est vrai qu'au départ, j'avais une vision un petit peu naïve quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Bon, j'étais jeune et j'étais aussi jeune féministe. Et je me disais, il n'y a rien sur le sujet, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas écrire une histoire, une contre-histoire des femmes, une histoire des femmes qui rendent visible une forme de pouvoir que les femmes reprendraient sur leur corps dans la clandestinité. Et en fait, la situation est beaucoup plus compliquée que ça parce que et c'est pour ça que le terme d'agentivité, il est aussi intéressant, la notion d'agency, donc de capacité d'agir, elle est pertinente pour ce sujet parce qu'en fait, l'avortement, il est à la fois une volonté pour les femmes d'échapper au contrôle sur leur corps et en même temps, il s'exerce pour ces femmes dans le cadre de cette domination masculine, ce qui veut dire que les femmes, elles n'avortent pas librement, qu'elles ont énormément de contraintes à dépasser pour réussir à avorter et que les hommes sont toujours présents, que les contraintes établies par les hommes sont toujours présentes dans leur parcours pour avorter et qu'elles en meurent aussi de l'avortement. Alors c'est très intéressant, je pense qu'on peut le souligner pour ceux et celles qui nous écoutent, qui s'engagent dans des démarches de recherche, de voir que une recherche au long cours, les problématiques changent, les approches changent, qu'on y entre parfois avec des idées un peu naïves. Moi je me souviens de la première fois que j'ai travaillé sur les mutins de 1917 avec un peu un côté on va héroïser ces braves soldats qui ont refusé la guerre et en fait on découvre des choses et des pesanteurs sociales et puis des choses avec d'autres implications, d'autres enjeux théoriques. Donc je pense que c'est important aussi de donner cette épaisseur-là à un travail de recherche, de montrer que ça fait évoluer, ça fait se questionner. Il y a cet aller-retour entre les sources, les questionnements et les hypothèses qui est très très fructueux. Alors justement, pour restituer ce cadre de
domination, vous commencez toute la première partie du livre par poser des discours normatifs, des discours théoriques, parce que d'abord, c'est des sources qui sont assez massives, beaucoup plus visibles que de trouver un peu l'aiguille dans la botte de foin de telle ou telle affaire judiciaire où il y a un avortement. Il y en a en fait, c'est dur à trouver, il n'y en a pas tant que ça. En revanche, les discours normatifs, il y en a beaucoup, et notamment les discours de l'Église. Alors, peut-être on ouvre la discussion sur le fond du livre par là. Pour l'Église, l'avortement est un problème, mais un problème pas forcément pour les raisons qu'on imagine aujourd'hui. Il y a évidemment des questions de contrôle de la sexualité, mais il y a aussi une question fondamentale, c'est la question du baptême. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se joue autour de ça ? Oui, effectivement, l'Église catholique considère que l'avortement est un homicide, mais derrière cet homicide spécifique qu'est l'avortement, il y a des enjeux spécifiques liés au salut de l'âme des enfants à naître, puisque c'est le terme enfant que l'Église emploie. Et donc, en fait, le problème pour l'Église, c'est que les avortons ne peuvent pas recevoir le baptême s'ils meurent, s'ils sont morts-nés, en fait, et sont condamnés à errer dans les limbes. Et donc, il y a cette attention systématique et cette espèce d'angoisse liée au salut de ces âmes qui est mis en avant et qui, en fait, va mobiliser la majorité des discours des théologiens autour de l'avortement. Autrement dit, une femme qui avorte, elle ne commet pas simplement un homicide, mais elle prive du salut une âme qui aurait pu en bénéficier. Donc, elle fait quelque chose qui est très grave, finalement, aux yeux de ce que doit être une communauté chrétienne idéale. Voilà, c'est cet élément-là qui va amener à définir la gravité du crime d'avortement. Alors en même temps c'est paradoxal parce que à côté de ça, c'est ce que je montre aussi dans ce chapitre-là, dans les pénitentiels par exemple, l'avortement est soumis à une peine moindre que d'autres crimes considérés comme plus graves. Et en même temps, quand on lit le discours des théologiens, on a l'impression que c'est un des pires crimes, justement parce que ils condamnent les fœtus et les âmes de ces fœtus à l'errance éternelle. Oui, vous montrez que c'est notamment ce qu'on appelle en théologie, en gestion des péchés, un cas réservé, c'est-à-dire qu'un simple prêtre ne peut pas absoudre. Il faut une autorité ecclésiastique plus grande, celle de l'évêque par exemple, pour absoudre quelqu'un qui aurait commis ce péché. Alors du côté donc des religieux, ça se rapproche de l'homicide, de la contraception. Pour les juristes, on est quand même beaucoup plus clairement du côté de l'infanticide. La question du baptême est importante aussi, mais c'est dans un continuum qui va avec le fait d'avoir étouffé un nourrisson en se retournant sur lui dans le lit, par négligence ou par malveillance. Autrement dit, il y a des formes d'amalgame qui ne sont pas exactement les mêmes dans la sphère religieuse, dans la sphère laïque. Oui, tout à fait. Dans la sphère laïque, alors l'avortement, c'est à la fois un terme qu'on retrouve dans le discours des juristes, mais c'est une coquille vide. Et finalement, dans les archives, si on cherche les procès, on va retrouver l'avortement amalgamé à d'autres crimes, le crime d'empoisonnement, le crime de parricide parfois, et puis de façon plus générale, le crime de recel de grossesse et de suppression de part, donc qui signifie recel de grossesse, ça signifie cacher sa grossesse, et suppression de part, ça signifie donc défaire son fruit, que ce soit avant terme en provoquant un avortement, soit en provoquant un néonaticide à la naissance de l'enfant. Et donc l'avortement est inclus dans un système plus large de crimes, sachant que le crime de recel de grossesse et de suppression de part, il va viser quand même un type de femme spécifique, un type de coupable spécifique, puisque la notion de recel, en fait, elle ne va concerner que les grossesses illégitimes. On va considérer qu'une femme mariée n'aura pas de raison de cacher sa grossesse. Et donc, on est quand même sur un crime qui pénalise la transgression sexuelle, et pas seulement le crime d'avortement ou d'infanticide en lui-même. Alors vous montrez qu'il y a un texte fondamental pour ce crime, fondamental bien qu'ambigu et discuté par la suite, c'est un édit du roi Henri II en 1557 qui affiche, condamne, déplore ce crime de recel de grossesse et suppression de part. On va écouter un extrait de cet édit d'Henri II lu par Mathis Vasseur et en discuter ensuite. Et étant dûment averti d'un crime très énorme et exécrable, fréquent en notre royaume, qui est que plusieurs femmes ayant conçu enfant par moyens déshonnêtes, ou autrement persuadées par mauvais vouloir et conseil, déguisent, occultent et cachent leur grossesse, sans en rien découvrir et déclarer. Et advenant le temps de leur part et délivrance de leurs fruits, occultement s'en délivrent, puis le suffoquent, meurtrissent, et autrement suppriment sans leur avoir fait impartir le saint sacrement de baptême.
Ce fait les jette en lieu secret et immonde, ou enfouissent en terre profane, les privant par tel moyen de la sépulture coutumière des chrétiens. Le passage qu'on vient d'entendre de cet édit d'Henri II, c'est une condamnation d'une grande force, de quelque chose qui est très grave. Et pour autant, on a l'impression que les mots ne sont pas d'une grande précision pour cerner ce dont il est question, et que ce n'est pas forcément quelque chose qui va guider efficacement les juges pour les 2 siècles suivants, avant la Révolution, pour chercher à appliquer finalement cette législation royale. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas de description précise de ce qu'on considère être une suppression de part dans le texte. Et surtout, le texte essaye de mettre en place un dispositif pour condamner des femmes au nom de la présomption d'homicide, même si l'épreuve de leur culpabilité n'est pas établie, parce que ce qui pose problème et ce qui est au fondement de cet édit, c'est pas tellement que les femmes commettent le crime, enfin si, c'est un problème, mais ce qui est surtout problématique pour cet édit, c'est qu'on n'arrive pas à les condamner. Le fondement de ce texte, c'est de pallier cette incapacité judiciaire à réprimer le crime d'avortement et d'infanticide. Ça veut dire aussi que ce texte, qui par la suite sera lu, sera rappelé en chaire le dimanche, un certain nombre de prêtres vont en faire état, il impose à toutes les femmes du royaume, en théorie, de déclarer leur grossesse. Et si une grossesse n'est pas déclarée et qu'elle arrive à son terme par une fausse couche, par exemple, le soupçon peut se porter, puisque le fait de ne pas déclarer est en soi déjà quelque chose de suspect et peut conduire à cette réputation homicide, peut conduire à cette présomption d'homicide dont vous avez parlé. Oui, alors sur la question de la déclaration de grossesse, bon, là on a des travaux déjà anciens mais qui ont bien balisé ce travail, enfin qui ont bien réalisé ce travail, et ces travaux montrent bien que cette déclaration de grossesse, elle n'est pas très bien encadrée. D'ailleurs, l'édit ne dit pas comment il faut la faire, à qui il faut la faire. Il y a une habitude qui est prise dans un certain nombre de cas, qui est de la faire auprès d'un magistrat. Mais d'après l'édit, le simple fait d'avoir déclaré cette grossesse à une tierce personne suffit à empêcher la condamnation à mort dans le cadre de ce dispositif. Oui, parce que la peine est très très lourde, hein, c'est la condamnation à mort, et vous montrez aussi dans les affaires que vous suivez, on va parler des essais judiciaires, que les femmes qui n'auraient pas fait cette déclaration, on leur reproche. Et celles à qui on dit vous n'avez pas déclaré disent mais si en fait je l'ai déclaré. Autrement dit, pour tout le monde quand même, déclarer la grossesse ou ne pas la déclarer, c'est un enjeu. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui relève de la sphère intime ou privée. La grossesse au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui doit être au vu et au su de tout le monde. Et d'une certaine manière, l'avortement ou la fin de cette grossesse, ça vient marquer justement le fait que cette grossesse, on voulait la dissimuler. Voilà. En gros, une grossesse qui ne va pas à son terme, ça peut être suspect, parce que ça veut dire c'est quelqu'un qui ne voulait pas tomber enceinte, et du coup, on s'est arrangé pour faire disparaître cette future naissance. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'extrêmement... bon, de toute façon, la grossesse est un fait social, mais encore plus pour les femmes non mariées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'argumentaire qui justifie ça, et qui fait que les femmes mariées, par exemple, n'ont pas besoin de déclarer leur grossesse, c'est qu'on part du principe que l'État n'a pas besoin de les surveiller parce qu'elles sont surveillées par leur mari, mais il y a toujours cette idée de surveillance dont elles ne sont pas affranchies, même en étant... mariée, et cette question de la déclaration de grossesse dans les affaires d'avortement, elle est extrêmement importante parce que la grossesse n'étant pas à terme, elle va être une stratégie qui va être utilisée par les femmes pour essayer de se dédouaner et pour essayer d'échapper à la condamnation à mort. Ça pose toute une série de problèmes très, très concrets. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un phénomène identifié, minoritaire, mais qui existe, qui est le déni de grossesse, des femmes qui sont enceintes sans savoir qu'elles le sont. On peut imaginer que ça a pu être le cas, évidemment, à l'époque moderne, d'autant plus avec des connaissances médicales sans doute moins diffusées dans une partie de la population. Donc ça veut dire que la déclaration de grossesse théorique que cet édit d'Henri II a imposé sous peine de mort, encore une fois, si jamais ça ne va pas à son terme, pratiquement, c'est compliqué pour beaucoup de femmes de la réaliser, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont enceintes ou qui ne comprennent pas forcément qu'elles le sont. Oui, d'autant qu'il y a très peu de symptômes de grossesse qui sont fiables. Le seul symptôme qui est fiable, c'est les mouvements de l'enfant.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de femmes qui se rendent compte de leur grossesse assez tardivement, ou certaines qui disent « mais je n'avais pas mes règles, mais je n'avais pas… » Il y a une femme comme ça qui dit « mais je n'avais pas la poitrine enflée, je n'avais pas le ventre particulièrement enflé, je ne pensais pas être enceinte. » Et en fait, on ne sait pas dans un contexte judiciaire si elle essaye de minimiser ou si c'est une vraie expérience d'ignorance de sa part. Mais en attendant, il y a une ambiguïté qui est réelle et qui fait que tant que effectivement l'enfant on n'a pas senti l'enfant remuer, on n'a aucune certitude de la grossesse. Oui, je trouve que c'est un vrai mérite de votre livre, qui est de nous plonger dans un univers mental avec des repères totalement différents du nôtre, et de voir qu'un certain nombre d'évidences contemporaines ne le sont absolument pas pour les gens du XVIe ou XVIIe siècle, et que non seulement le vocabulaire, comme on l'a dit au début, est différent, mais même l'appréhension de ce que peut être une grossesse, de ce que peut être un accouchement, peut prendre un sens complètement différent. Alors, pour cerner tout ça, on a parlé au départ des sources normatives, sources d'église, code juridique, etc. Mais vous avez aussi cherché des avortements, des affaires qui en parlent, et donc des paroles de gens qui en discutent, des accusations, etc. Dans deux types principaux de sources, on va dire des affaires ordinaires, et puis de grandes affaires. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter ces deux types de sources, ces deux massifs documentaires complémentaires sur lesquels vous avez travaillé ? Alors, j'ai travaillé sur les procédures menées dans le cadre de la répression contre le recel de grossesse et de suppression de part, telles que définies par l'édit d'Henri II dont on a déjà parlé. Et donc là, c'est des procès menés par des juridictions ordinaires. Plutôt dans la deuxième moitié de la période, le procès le plus ancien date de 1644. Alors, a priori, il doit exister des procédures avant cette date, mais moi, je n'en ai pas trouvé. Et donc, ce sont des affaires qui incluent à la fois des cas d'infanticide et des cas d'avortement. Alors moi, j'ai gardé les procès qui mentionnaient l'avortement, qu'il y ait eu un avortement effectif ou pas, mais parfois, on a des infanticides en fait, qui font état de manœuvres abortives ratées. Donc ça, j'ai gardé ces procédures-là. Et puis, en parallèle, j'ai eu un autre corpus très important, qui est vraiment un corpus fascinant, qui est celui des archives de la Bastille, donc, qui commence dans les années 60. Et moi, mes sources, les sources qui vont m'intéresser, elles se situent autour de l'affaire des poisons, qui est une affaire qui a agité Paris entre 1679 et 1682. Suite à plusieurs affaires d'empoisonnement, le roi Louis XIV va signer un certain nombre d'arrêts et commander un certain nombre d'arrestations dans Paris pour arrêter des empoisonneurs. Et en fait, parmi ces empoisonneurs, on va retrouver une quantité importante d'avorteurs, et on va avoir comme ça accès à d'autres femmes qui avortent, à d'autres avorteurs et à d'autres avorteuses, et à un autre milieu aussi, qui est un milieu parisien, alors que les archives des juridictions ordinaires, on est plutôt dans un contexte rural ou de très petites villes. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Alors, complémentarité, on peut y insister, sociale, puisque d'un côté, vous avez cette quarantaine d'affaires puisées dans différentes archives départementales qui montrent souvent des filles de ferme, des domestiques, des jeunes femmes avec très très peu de capital social culturel et des affaires familiales ordinaires. Et de l'autre côté, on touche au monde même de la noblesse, de l'entourage, pas directement l'entourage royal, mais quand même de gens introduits pour certains à la cour. Il y a quand même une ancienne dame de compagnie d'Anne d'Autriche qui est concernée. Donc on est aux antipodes d'un point de vue social entre ces deux massifs documentaires. Oui, et c'est vrai que la répression dans le cadre de l'édit d'Henri II, elle concerne vraiment sociologiquement un type de femmes très restreint, des femmes pauvres, de milieux modestes, qui sont donc qui ont donc une grossesse illégitime. Et c'est vrai qu'avec les archives de la Bastille, on accède à des femmes mariées qui avortent pour des raisons multiples, et puis des femmes de milieux sociaux extrêmement variés. Alors il y a aussi des femmes de milieux très modestes dans ce corpus parisien, mais il y a effectivement une surreprésentation des femmes de la noblesse et de la haute bourgeoisie, et notamment la duchesse de Vivonne, qui est donc issue de la haute noblesse. Et puis des femmes du milieu du spectacle aussi. Ces femmes qui sont confrontées à une répression judiciaire intense à la fin du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, vous reliez ça à ce que d'autres ont appelé, dans la lignée de Michel Foucault notamment, le grand renfermement, le fait qu'il y a des politiques répressives de l'État qui s'affirment au cours de la période, et que du coup, on va mettre ensemble non seulement des avorteuses réputées, mais aussi des gens accusés d'empoisonnement, mais aussi des gens accusés de sorcellerie, et que finalement, le soupçon suffit dans un certain nombre de cas à entraîner
des condamnations, des arrestations, des mises au secret. Il y a relativement peu d'exécutions dans les corpus sur lesquels vous avez travaillé, mais par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui sont questionnés, interrogés et enfermés. Oui, alors il y a peu d'exécutions parce que finalement, la Cour de justice qui est mise en place au moment de l'affaire des poisons va travailler pendant 3 ans. Et puis après, tout va être suspendu par Louis XIV parce que Madame de Montespan commence à être impliquée. En tout cas, plusieurs témoins remontent jusqu'à elle. Mais en fait, les avorteurs, c'est une surprise en fait qu'ils apparaissent dans ce corpus-là. Ils vont être jugés par leur proximité avec les empoisonneurs au départ de façon extrêmement radicale. Et puis, progressivement, en fait, ils vont sortir des archives de la Bastille. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'intéressent plus les autorités, mais ces empoisonneurs, on va les retrouver ensuite, dans la suite du XVIIIe siècle, directement incarcérés à la Salpêtrière pour les femmes et à Bicêtre pour les hommes. Donc là, on est vraiment dans ce que Michel Foucault a défini comme le grand enfermement, sans aucune forme de procès. Et on voit bien que leur dangerosité, alors elle est quand même considérée comme suffisante pour qu'ils soient soustraits à l'ordre social, mais on n'est plus dans l'éclat de l'affaire des poisons, et donc on voit bien que les autorités, sur la question des avorteurs, la sûreté de l'État n'est plus en danger, en tout cas. Mais en attendant, on cherche quand même à débarrasser la société de ces personnes considérées comme nuisibles. Avec un arrière-plan très intéressant qui est aussi une crainte démographique. À certains moments, on sait notamment que le règne de Louis XIV a été marqué par des phases aiguës de famine, d'épidémies, d'hivers très rigoureux. Et c'est déjà une période où on s'inquiète du potentiel démographique du pays. Alors, on parle aujourd'hui de réarmement démographique. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup préoccupé l'après-Première Guerre mondiale, le moment de la pénalisation maximale de l'avortement à l'époque contemporaine, parce qu'on considérait qu'il fallait absolument refaire des naissances pour réparer la saignée de la Grande Guerre, mais c'est déjà quelque chose qui existe dans un certain nombre de textes du début du XVIIIe. Vous citez notamment les lettres persanes, cette crainte finalement de l'avortement comme quelque chose qui va venir fragiliser le nombre de naissances et donc, in fine, la force de l'État. Oui, alors je pense d'ailleurs que l'affaire des poisons et l'attention d'un seul coup, la mise en lumière sur ces pratiques qui apparaissent sous le règne de Louis XIV va sans doute contribuer à nourrir en tout cas certaines réflexions autour de la crainte de la dépopulation. Et c'est sûr qu'au XVIIIe siècle, on continue sur cette lancée-là au début du XVIIIe siècle, et l'avortement, la peur de l'avortement, la crainte de l'avortement émerge dans les discours et va faire naître d'ailleurs des traités pour essayer de comprendre les conditions de possibilité de l'avortement en fait, et essayer de trouver des solutions à ce problème qui est perçu comme un problème social au XVIIIe siècle. Alors le XVIIIe siècle, c'est une époque évidemment avec beaucoup de mutations. Il ne faut pas schématiser parce que c'est des phénomènes de temps long que vous étudiez, mais malgré tout, on sent qu'il y a des choses qui changent par rapport aux conceptions du milieu du XVIe siècle. On a lu l'édit d'Henri II tout à l'heure et cette préoccupation très forte aussi bien du souverain, de l'Église pour le baptême, pour le salut de l'âme. Et d'une certaine manière, vous montrez que la question tend à se laïciser, si on peut dire, au cours du XVIIIe siècle, et aussi que peut-être la dimension de gravité criminelle n'est pas exactement identique. En préparant cette émission, je suis allé voir l'article avortement de l'encyclopédie et j'étais frappé de voir qu'il n'y avait pas tellement de mention de crime, en fait, que c'est un article qui mentionne différents éléments, mais sans insister sur la dimension criminelle. C'est comme si l'édit d'Henri II, pour l'auteur de cet article, n'existait pas, tout simplement. Il y a quelque chose qui a changé dans l'appréhension du phénomène. Alors, dans l'encyclopédie, il y a une petite surprise, c'est-à-dire que l'article avortement n'est pas très intéressant. Il est très pauvre et il est... si je ne m'abuse, centré sur la question médicale. En fait, l'article qui va poser l'avortement comme un problème social et va évoquer justement tous les enjeux de cette pratique, c'est l'article Fausse couche qui est écrit par Louis de Jaucourt. Donc comme ça, il y a une sorte de... Je ne sais pas s'il est... Enfin, j'imagine que c'était volontaire, mais les encyclopédistes ont cherché à leurrer le public autour de cette question-là. Et l'article, Fausse couche est beaucoup plus dense et beaucoup plus intéressant à ce sujet. Effectivement, l'édit d'Henri II, il naît d'une considération religieuse. Donc on l'a vu, il y avait cette idée qu'on n'arrivait pas à condamner ces femmes et que c'était un problème. Et le texte place aussi la question du baptême au cœur de ses préoccupations.
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, cette question du baptême, elle a complètement disparu des procédures judiciaires. C'est-à-dire que c'est un non-sujet dans les procédures judiciaires, alors même que le fait que les avortons ne reçoivent pas le baptême est au cœur du dispositif répressif établi par l'édit d'Henri II. Donc on voit bien déjà qu'il y a une forme de laïcisation, et surtout dans la façon d'envisager le crime, la question de l'animation du fœtus, par exemple, qu'on retrouve beaucoup au début de la période, qu'on retrouve toujours chez les théologiens, on la trouve quasiment plus. Alors peut-être précisons l'animation du fœtus, c'est à partir de quel moment le fœtus a une âme, et donc à partir de quel moment c'est encore plus grave de mettre un terme à sa future naissance, parce que s'il a une âme, c'est donc qu'il aurait pu être baptisé, et donc suivant les théologiens, c'est 40 jours, voilà, il y a des débats qui ne sont pas sans rappeler ceux de la droite évangélique américaine aujourd'hui, sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire, à quel moment on ôte la vie, c'est un crime plus grave, moins grave, etc. etc. Mais c'est chose qui préoccupe beaucoup, effectivement, au XVIe, XVIIe. Oui, et au XVIIIe siècle, la question de l'animation, elle va être mentionnée comme anecdotique parce qu'on continue de mentionner ce critère-là, mais on voit bien, notamment chez les médecins et chez les juristes, que c'est plus au centre des préoccupations et qu'en tout cas, c'est plus un enjeu. Et vraiment, la laïcisation, la sécularisation de la définition de l'avortement comme une catégorie criminelle, elle est assez importante au cours de la période. Avec un autre mouvement qui concerne cette justice d'Ancien Régime, qui est une justice qui devient de plus en plus technique, avec un recours à l'expertise de plus en plus grand. L'aveu tient toujours une place centrale, mais l'expertise médicale notamment progresse, et vous montrez qu'on pratique de plus en plus d'autopsies de fœtus, et donc là il y a des éléments supplémentaires qui viennent complexifier la gestion judiciaire de ces enjeux. Oui, tout à fait. La médecine légale va donc entrer en jeu. Alors, la question de l'autopsie des fœtus, c'est le protocole médico-légal qui est mis en place pour autopsier les fœtus, qui consiste à les ouvrir, à prendre une partie des poumons et à mettre ces poumons dans l'eau pour vérifier si les poumons flottent ou coulent. Si les poumons flottent, on considère que l'air est entré dedans et que donc ils ont eu vie. Et si les poumons coulent, on considère que l'enfant n'a pas respiré et qu'il est né mort. Alors, il faut savoir que c'est une expérience qui fonctionne qu'à partir de 7 mois de grossesse, et avant 7 mois, généralement, tous les poumons coulent. Donc, c'est pas extrêmement efficace à tous les termes de grossesse. Et c'est une pratique qui va se systématiser à partir des années 1730. Et qui va introduire en fait une ligne de fracture entre les infanticides et les avortements dans le cadre des affaires menées au nom de l'édit d'Henri II, parce que pour les affaires d'infanticide, c'est très pertinent de savoir si l'enfant a respiré ou pas, parce que ça permet de savoir s'il y a eu un homicide volontaire ou involontaire, ou si c'était un enfant mort-né. Dans le cas d'avortement, comme il y a cette histoire de la viabilité qui va plutôt surgir dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dans les cas d'avortement, la médecine légale est impuissante, et donc on retombe sur cette incapacité à réprimer le crime et à établir des preuves de façon efficace, alors que la médecine légale offre une réponse scientifique pertinente pour établir le crime d'infanticide. Ça ne fonctionne pas pour le crime d'avortement, et ça amène de façon purement pragmatique à distinguer la répression de ces deux crimes. Est-ce qu'il y a une circulation de ces savoirs médico-légaux à l'échelle européenne, un peu à la façon dont circulaient les idées philosophiques? Est-ce que c'est quelque chose qui ne concerne pas que la France, mais le monde germanique, le monde anglophone? Est-ce qu'on va trouver des évolutions un peu comparables? Oui, il y a des grandes similarités. Alors, il y a des travaux sur l'Angleterre, il y a des travaux sur le Saint-Empire, et puis il y a un ouvrage aussi qui vient de sortir sur l'Italie, alors qui est plutôt sur le XVIe et XVIIe siècle, et qui montre exactement les mêmes évolutions, les mêmes préoccupations. Donc on a une loi du Saint-Empire en 1532 qui criminalise l'infanticide, l'avortement et l'exposition d'enfants, donc le fait d'abandonner un enfant à la naissance. On a une loi contre l'infanticide en Angleterre en 1624, et donc on a vraiment des phénomènes similaires à l'échelle européenne. Votre ouvrage se clôt pas par là, parce que c'est pas un plan véritablement chronologique, mais il aborde la question de la Révolution et de la rupture ou non de la Révolution en ce domaine. Qu'apporte le Code pénal de 1791 sur cet enjeu de l'avortement? Est-ce qu'il est dans la droite ligne d'Henri II, ou est-ce qu'il y a des ruptures révolutionnaires? Alors le Code pénal, c'est une véritable rupture dans la façon d'envisager le crime d'avortement, déjà parce que c'est un crime
à part, ça devient un crime à part entière pour la première fois. Alors, même si on trouvait le terme avant, il n'y avait pas de loi pour définir précisément le crime d'avortement volontaire. Donc là, il y a un article du Code pénal qui définit précisément l'avortement volontaire. C'est un crime qui est distinct du crime d'infanticide. C'est un crime qui est rattaché à la catégorie des homicides, mais qui est aussi... Il y a une hiérarchie qui est introduite entre certains types d'homicides et l'avortement. Ça se voit notamment dans la peine qui est prononcée, une peine de fer. Et ensuite, ce qui est aussi très différent, c'est que pour la première fois, ce ne sont plus les femmes qui ont avorté qui sont dans le viseur de la répression judiciaire, mais les avorteurs et les avorteuses. Et là, je pense que clairement, l'affaire des poisons a été un point de départ réflexif autour de la façon d'envisager la culpabilité dans la répression de ce crime. Oui, alors cette culpabilité, vous l'abordez à travers plusieurs chapitres qui entrent dans ces affaires et qui établissent un portrait social des accusés, des condamnés, des femmes mises en cause. Et vous montrez que dans la très grande majorité des cas, on se préoccupe assez peu de savoir qui sont les hommes qui ont nécessairement été présents à un moment ou à un autre pour qu'il y ait cette conception et donc cet avortement. C'est pas toujours eux qui sont en cause dans l'avortement, mais il y a forcément une présence masculine à un moment. On se préoccupe assez peu de savoir s'il y a des auxiliaires, chirurgiens, barbiers, médecins, sages-femmes, etc. Ça apparaît ponctuellement, mais ce sont les femmes qui avortent, ou les femmes en tout cas qui sont accusées d'avoir avorté, qui sont au centre de la préoccupation des juges d'Ancien Régime. Oui. La culpabilité, elle est vraiment pas du tout prise en charge. Les médecins, chirurgiens sont parfois interrogés, mais alors dans ces cas-là, ils sont souvent, ils disent qu'ils ne savaient pas qu'elle était enceinte ou qu'ils lui ont donné quelque chose pour fortifier son fruit, mais pas du tout pour le défaire. Et ils sont rarement inquiétés, enfin jamais inquiétés. Les géniteurs qui sont parfois pourtant qui participent aux avortements, qui sont actifs dans certains cas, sont aussi... Parfois même qui l'imposent. Oui, parfois qui l'imposent. Il y a des formes d'avortement qui sont vécues dans la contrainte et clairement la relation au géniteur peut être parfois témoigner d'un rapport de domination extrêmement fort. Et donc ces hommes-là, même quand ils sont interrogés et même quand ils font partie du processus judiciaires et qui sont accusés, ils sont rarement soumis aux mêmes peines et ils sont souvent élargis d'ailleurs. Vous posez la question des raisons qui poussent certaines femmes à avorter. Alors, encore une fois, avec toute la prudence nécessaire, parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais il faut vraiment y insister, il est presque toujours impossible de savoir dans ces affaires que vous étudiez dans quelle mesure il s'agit de fausses couches qualifiées d'avortement par des juges ou de démarches volontaires conscientes visant à mettre un terme à une grossesse. On est dans un entre-deux qui est d'ailleurs l'entre-deux qui peut un peu protéger certaines de ces femmes en disant voilà, non, il n'y a rien de volontaire, c'est simplement certaines grossesses n'arrivent pas à leur terme, c'était le cas de celle-ci. Donc cet entre-deux, vous en faites la matière première vraiment de ces chapitres, mais on arrive malgré tout à distinguer parfois des raisons qui peuvent expliquer que la grossesse n'arrive pas à son terme. Alors quelles peuvent être les raisons pour une femme des années 1600, 1700 d'empêcher une grossesse d'arriver à son terme ? Alors l'illégitimité des grossesses, elle apparaît comme le motif principal, mais c'est aussi une construction sociale, c'est aussi un effet des sources qui traquent cette illégitimité. Donc ça vraiment dans le corpus des archives judiciaires ordinaires, ça le menait dans le cadre de l'édit d'Henri II, qui concerne que des affaires d'illégitimité, on voit bien que cette question est centrale. Il faut savoir que une grossesse illégitime, ça a un coût social extrêmement fort pour une femme de l'Ancien Régime. Pas juste un coût social aussi, un coût économique. Mais on trouve aussi d'autres raisons qui sont marginales dans les sources, mais qui à mon avis, sont plus répandues qu'il n'y paraît. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Il y en a une, elle dit qu'elle ne veut pas d'enfants. C'est une femme mariée, il n'y a pas l'air d'avoir de problème avec son mari, mais elle ne veut pas d'enfants et elle subit plusieurs avortements. Il y a des femmes de la noblesse qui sont mariées mais qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes à des moments où elles ne vivent pas avec leur mari ou à des moments où leurs maris sont absents. Et donc même si socialement elles pourraient faire illusion, la grossesse en tout cas risquerait de compliquer les relations avec le mari. Il y a des femmes qui ont peur de perdre leur emploi. Alors j'ai assez peu travaillé sur les milieux prostitutionnels parce que j'ai pas eu d'archives sur le sujet, mais effectivement les prostituées sont sans doute
familière des manœuvres abortives. En tout cas, les travaux de Marie-Erika Benabou le montrent. Et puis, j'ai trouvé une nourrice, par exemple, qui a peur de perdre son travail parce que, effectivement, la grossesse a un impact sur la lactation et donc a peur de ne pas pouvoir continuer d'allaiter l'enfant qu'elle a comme nourrice. Voilà, donc il y a tout un tas de motifs qui peuvent être perçus en filigrane parfois dans ces sources. Il y a les motifs et puis il y a les pratiques. Alors là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facilement discernable, mais il y a des pratiques à la fois qui sont de l'ordre de produits, potions, poudres, etc. qu'on peut ingérer. Et puis il y a des pratiques qui s'apparentent plus à des pratiques chirurgicales. Alors est-ce qu'on peut en faire un tableau d'après, encore une fois, ce que vous avez pu trouver dans les sources ? Oui. Alors, la majeure partie des femmes que j'ai pu rencontrer utilisent des potions, des remèdes, des plantes. Alors ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas toujours très efficaces, qui peuvent l'être, mais qui sont souvent soumises à des contraintes matérielles assez fortes. Il faut utiliser la bonne partie de la plante, il faut l'utiliser en certaines quantités, il faut prendre la plante parfois à une certaine période de l'année où le principe actif va être plus efficace, il faut la chauffer, etc. Ça, c'est les pratiques les plus répandues, mais apparaissent au XVIIe siècle des pratiques chirurgicales. Alors, j'en ai trouvé la trace que dans les grandes villes, à Paris et à Rouen, qui sont très efficaces, même si elles sont aussi très dangereuses, qui consistent en l'insertion d'un objet, ça peut être une plume, une seringue, une sonde, dans le col de l'utérus pour percer la membrane et provoquer en fait un accouchement prématuré. Ces pratiques, elles impliquent soit une forme d'incertitude, soit au contraire un relatif savoir-faire, et vous montrez qu'il y a un certain nombre de personnages, je pense à Catherine Lepère, Catherine Monvoisin, qui sont des femmes que vous avez repérées, qui ont été accusées d'être des avorteuses, et qui du coup sont dans une situation très paradoxale. Elles ont à la fois un réseau de relations qui leur permet d'avoir des gens qui viennent les voir pour ces pratiques, et en même temps c'est très risqué, parce que plus on a de relations, plus on a de chances un jour d'être repéré, dénoncé, d'avoir à répondre de ces actes devant la justice. Donc il y a une tension entre la nécessité du secret et puis en même temps la nécessité de faire savoir qu'on peut se livrer à ce type d'acte. Oui, et c'est vrai que les deux femmes que vous avez citées, c'est des femmes qui, à Paris, elles ont pignon sur rue, tout le monde sait qu'elles pratiquent des avortements, et en même temps, la façon dont elles en parlent, c'est toujours voilé, c'est-à-dire que si on les écoute au départ, elles ne pratiquent pas d'avortement, elles font revenir leur purgation aux femmes qui ne les ont plus. Mais en fait, il y a cette tension permanente entre, surtout à Paris, l'information est accessible, tout le monde sait où la trouver. Enfin, en tout cas, qui aller voir pour essayer d'avoir accès à cette information. Et puis, on est plus anonyme quand même. On a un peu plus de chance de pouvoir faire des choses discrètement sans que l'entourage repère immédiatement une conduite un peu anormale. Oui, même si on voit que certaines femmes sont quand même obligées de recourir à des stratagèmes. Il y a une femme qui envoie son amant à sa place parce que c'est pas forcément convenable pour elle, qui est une femme de qualité, d'aller traîner dans certains quartiers parisiens. La plupart des avorteuses qui sont arrêtées dans le cadre de l'affaire des poisons, elles vivent dans le quartier de la Villeneuve, qui est un quartier quand même assez, qui est un quartier nouveau et qui est un quartier assez malfamé. Parisiens, certaines recourent à des femmes plus âgées parce qu'elles savent qu'elles seront moins suspectées pour pouvoir avoir accès aux avortements, mais effectivement l'anonymat parisien permet quand même beaucoup plus de choses. Les Parisiennes globalement ont des ressources beaucoup plus importantes et des facilités d'accès à l'avortement que n'ont pas les femmes dans les milieux ruraux par exemple, où tout le monde se connaît, où c'est quand même moins simple. Et on a l'impression aussi qu'il y a des stratégies beaucoup plus banales et sans doute beaucoup plus aléatoires et plus dangereuses aussi pour la santé des femmes, qui consistent à s'exposer à des chutes, à entreprendre de longs trajets en carrosse. Autrement dit que, faute d'accès à des savoir-faire, on va finalement essayer de jouer un petit peu avec les possibilités corporelles, quitte à risquer finalement sa propre santé. Oui, et d'ailleurs, ce qui caractérise ces femmes, c'est qu'elles multiplient souvent les pratiques avant de réussir à trouver une pratique qui fonctionne. Parfois, elles finissent par abandonner et se résigner, mais on voit bien qu'il y a une forme d'acharnement quand même chez certaines femmes. Elles veulent avorter, elles sont prêtes à avorter, quitte à faire de leur corps une boutique d'apothicaire. Ça, c'est les mots d'une sage-femme qui dit ça à une femme qui cherche de quoi avorter.
et qui vont effectivement se serrer le ventre très fort, faire des tours en carrosse, se jeter, effectivement la chute, toujours conseillée pour décrocher l'embryon. Au terme de cette recherche, vous êtes parti en quête de ces femmes, vous les avez trouvées, mais presque toujours uniquement au prisme des discours masculins. Est-ce qu'il y a des documents ou est-ce qu'il y a des cas où vous avez eu le sentiment de vous approcher plus que dans d'autres cas? Alors, si on lit effectivement que les médecins ou les juristes, on est très loin de l'expérience féminine, mais est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu le sentiment que vous vous êtes approché autant qu'il était possible de ces expériences féminines? Alors avec les archives judiciaires, j'ai eu quand même cette sensation, même si la parole est retranscrite à la troisième personne, et puis elle est médiée par le greffier, par l'institution judiciaire. Donc on n'est pas sur un discours, on n'est pas sur un témoignage direct, mais on est sur ce qui s'y approche le plus. Et oui, là, grâce à ces archives-là, j'ai pu quand même essayer de reconstituer des formes d'expérience de l'avortement, même si c'est toujours hypothétique et toujours avec des pincettes. On mesure évidemment toute la distance entre ces contextes d'Ancien Régime et puis les contextes plus contemporains, même si c'était difficile. On a récemment reçu Christine Barr pour évoquer Madeleine Pelletier, une des grandes femmes médecins pionnières de la lutte pour l'avortement en France, mais qui a quand même pu publier des brochures, écrire des textes. Elle a fini enfermée pour cette raison-là, mais elle a pu en parler publiquement. Là, on mesure le poids qui pèse sur cette parole féminine qui est presque impossible à entendre. Merci beaucoup Laura Tatouac. Je rappelle le titre de votre livre « Défaire son fruit, une histoire sociale de l'avortement en France à l'époque moderne » aux éditions de l'EHESS. Est-ce que pour terminer, vous voudriez partager un conseil de lecture à ce micro? Oui, je pense au très bel ouvrage de Lucille Ruot, qui est sociologue et qui a travaillé sur les pratiques de femmes militantes et les avortements menés par un MLAC, donc un mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, de 73 au milieu des années 80, et en fait où elle montre que même si l'avortement a été légalisé pendant un certain temps, des mouvements, des associations féminines, des collectifs militants ont continué de pratiquer des avortements hors de la médicalisation, que la médicalisation de l'avortement elle est arrivée dans un second temps, et en fait on a plusieurs siècles d'écart dans nos terrains de recherche, et pourtant il y a énormément de similitudes sur le rapport des femmes au corps, sur les pratiques féminines et la socialisation féminine qui entoure les avortements, et donc je trouve que c'est une lecture très intéressante qui résonne beaucoup finalement avec ce que j'ai pu faire. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.